Dernièrement, on entend beaucoup que l'IA est la nouvelle révolution qui va créer les nouveaux riches de notre ère. Sauf que plus je me balade sur internet et plus je me rends compte que les gens n'ont aucune idée de comment l'utiliser. La plupart sur YouTube utilisent des techniques de prompt qu'ils ont écoutées à droite à gauche mais qui sont totalement fausses et passent à côté de la vraie opportunité de l'intelligence artificielle. En effet, avec une bonne maîtrise du prompt engineering, on peut aller beaucoup plus loin que les autres, beaucoup plus loin que ses concurrents et commencer à vraiment générer de l'argent grâce à l'IA. Et c'est pour ça que comme promis, aujourd'hui je vous fais une courte formation gratuite pour les débutants et intermédiaires qui va vous apprendre à maîtriser les modèles LLM et le prompt engineering. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de mettre une vitesse à tous vos concurrents avec des techniques que les autres ne maîtrisent pas encore. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez connaître toutes les techniques et les choses à savoir sur l'IA. Et ne vous en faites pas, ce ne sont pas des compétences qui sont compliquées, c'est accessible à tout le monde, même aux débutants. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et prenez des notes. Commençons tout de suite cette formation gratuite. Et avant de vous révéler les techniques de prompt engineering, je veux d'abord vous parler des différentes manières d'améliorer les résultats de vos modèles. La première technique est le choix du bon modèle. Vous savez sûrement qu'il existe plein de modèles différents, certains sont plus rapides, d'autres plus performants. Il faut savoir qu'en général, les modèles les plus performants sont aussi les plus coûteux. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est, si vous avez une utilisation de chat classique, par exemple, votre utilisation s'arrête à aller sur ChatGPT, poser des questions, copier-coller les réponses. Dans ce cas-là, je vous conseille juste de payer ChatGPT par exemple, prendre le modèle le plus performant parce que vous allez être facturé par abonnement et non pas par type de modèle. Par contre, si vous êtes une personne qui cherche à développer un SaaS, alors dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir sur internet les benchmarks, c'est-à-dire c'est des classements des différents types de modèles par performance et vous allez voir que certains sont meilleurs pour les mathématiques, d'autres pour la génération de code, d'autres pour la génération de texte. Vous allez aussi pouvoir voir quels sont les modèles les plus rapides et les moins coûteux. Et ensuite, vous allez choisir chaque modèle pour chaque petite tâche de votre fonctionnalité. Vous devez en fait découper votre logiciel en petites tâches et regarder quel modèle va être le plus adapté à chacune. Donc un exemple, c'est un générateur de recettes de cuisine. Vous pouvez avoir par exemple un modèle rapide comme Claude IQ qui va analyser les ingrédients dispo plus les classer par type d'aliment. Et derrière, vous passez ces informations-là à un modèle plus puissant comme Claude Sonnet qui va lui générer la recette et respecter par exemple le nombre de calories finales. Cette méthode de travail-là, elle va vous permettre d'avoir une balance parfaite entre rapidité de génération et prix, et aussi puissance de calcul et complexité, et du coup chaque tâche aura le modèle adapté. Ça c'est la première des choses. Ensuite, vous avez le fine-tuning. Donc le fine-tuning, c'est le fait de choisir un modèle IA, de lui passer des données et de l'entraîner à toujours recevoir un type de données et à répondre d'une certaine manière. Dans quel cas est-ce que c'est utile? Si par exemple vous voulez des réponses qui sont toujours dans le même format, si vous avez besoin d'un ton spécifique, par exemple vous voulez que le modèle parle comme un certain acteur ou même comme vous, si par exemple vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez créer un modèle qui répond à vos abonnés à votre place, ou si par exemple vous voulez que le modèle se comporte toujours d'une certaine manière. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de d'abord essayer d'utiliser le prompt engineering, qui est la technique qu'on va voir juste après, parce que quand vous voulez faire du fine tuning, vous avez besoin d'un gros jeu de données pour entraîner votre modèle, et en plus d'être un gros jeu de données, il est surtout très important d'avoir des données de qualité, et ça prend du temps. Donc vous pouvez les générer avec de l'IA, ces données-là, mais dans tous les cas c'est quelque chose qui va vous prendre du temps, et qui en plus, en fonction du nombre de données que vous avez, va être coûteux, parce que pour entraîner un modèle, ça coûte de l'argent. Donc vous avez un exemple d'utilisation qui est un logiciel que j'ai fait il y a quelques années. C'est un logiciel de service client. Donc imaginons que vous avez un e-commerce. Vous allez récupérer tous les emails que vous avez reçus dans votre service client et ensuite vous allez générer la réponse parfaite que vous aurez voulu que l'IA fasse à cet email. Donc par exemple, moi ce que j'avais fait, c'est que l'IA, je voulais qu'elle me renvoie un JSON avec l'importance de l'email, la catégorie de type d'email, une réponse et aussi un résumé de l'email dans telle langue. Et je voulais toujours que ce soit sous ce format-là. Donc vous allez préparer ce jeu de données-là. Ensuite, vous allez entraîner le modèle choisi avec ce jeu de données. Et à la fin, le modèle il va répondre aux emails qui vont arriver en gardant toujours en fait le même format que lors de votre entraînement. Donc c'est assez pratique, mais c'est franchement quelque chose que je vous conseille pas de faire au début parce qu'il y a la technique du prompt engineering qui est plus rapide, moins coûteuse et qui permet d'avoir des résultats parfois même meilleurs. Donc du coup, on arrive au prompt engineering. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le fait de savoir communiquer avec le modèle. Il y a plusieurs techniques qui existent et ça va vous permettre d'avoir des réponses qui sont bien meilleures que la plupart des gens et aussi bien plus constantes. Donc les avantages déjà, c'est que c'est moins cher et plus rapide. Vu que vous n'avez pas besoin de créer un énorme jeu de données pour entraîner un modèle, ça va aller plus vite forcément et en plus vous n'aurez pas à payer l'entraînement. C'est plus facile à tester aussi parce que vous avez juste à préparer votre prompt, l'envoyer à l'IA
résultat est ajusté en fonction des retours. C'est toujours à jour. Par exemple, avec le fine-tuning, s'il y a une nouvelle mise à jour d'un modèle et que vous voulez l'utiliser, vous devez reprendre votre jeu de données, entraîner le nouveau modèle, ça va vous reprendre du temps et de l'argent, donc c'est pas ouf. Et en plus, il y a souvent de très bons résultats si on l'utilise bien. Donc le conseil, c'est toujours commencer par le prompt engineering quand vous avez quelque chose à faire. C'est souvent suffisant pour la plupart des cas, comme j'ai dit, et tester vos prompts avec différents modèles. Encore une fois, comme j'ai dit dans l'étape 1, chaque modèle peut avoir des résultats différents, donc essayez bien de choisir le bon modèle pour le bon prompt. Et un exemple, je vous ai tout simplement mis, vous pouvez faire du prompt engineering pour l'exemple de générateur de recettes de cuisine, et pour le modèle rapide et pour le modèle puissant, ce qui va améliorer les résultats. Maintenant qu'on a vu les différentes manières d'améliorer les résultats des modèles LLM, on va rentrer dans le vif du sujet avec les vraies techniques de prompt engineering. Je vais commencer par les plus simples jusqu'à aller sur les techniques les moins connues, donc restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est à ce moment-là que vous allez récolter le plus de valeur. Commençons par la première technique de prompt engineering qui est d'être clair, direct et détaillé. En fait, un modèle LLM, c'est comme un employé qui est très intelligent mais qui n'a pas de mémoire. C'est-à-dire que vous devez lui donner beaucoup de contexte et de détails, comme s'il ne savait pas du tout de quoi est-ce que vous lui parliez. Et ensuite, lui, avec ses connaissances, il va réussir à vous donner des très bonnes réponses. Il faut aussi savoir que le modèle, il connaît ni votre style, ni vos habitudes. Donc c'est des choses que vous devez lui dire. Et il faut du coup expliquer clairement le besoin voulu. Donc donner du contexte, c'est par exemple à quoi est-ce que va servir le résultat, qui va le lire ou l'utiliser, et quel est l'objectif final. Ce qu'il faut, c'est être très précis sur ce qu'on veut. Je pense que ça vous est déjà arrivé de demander au modèle de vous générer quelque chose et qu'il ne génère pas du tout au bon format, alors que ça vous paraissait logique. C'est juste que lui, vraiment, il sait pas du tout de quoi vous lui parlez. En fait, une bonne technique pour savoir si vous avez un bon prompt, c'est de montrer le prompt à quelqu'un qui connaît rien à ce que vous êtes en train d'essayer de faire. Et si lui, il comprend pas exactement ce qu'il doit faire et qu'il vous pose des questions, du coup, le modèle, il aura les mêmes problèmes. Donc, je vais pas m'éterniser plus que ça sur cette étape parce que c'est la plus connue et normalement, vous devez déjà le savoir. On va passer à la suivante qui est d'utiliser un système prompt. Donc, le système prompt, c'est quoi? C'est aussi appelé role prompting. Et en fait, c'est le fait de, en début de prompt, donner un rôle au modèle. Ça va vous apporter une meilleure précision. Le modèle, il va comprendre bien mieux et donner de meilleures réponses. Ça va donner un ton qui est plus adapté. Si par exemple vous dites que le rôle c'est d'être un directeur financier, un rédacteur créatif, vous n'aurez pas les mêmes réponses. Et aussi plus de concentration. En fait, le fait de lui donner un rôle, ça va faire qu'il va être bien plus concentré sur son rôle et ce que vous lui demandez. Donc c'est tout simple. Pour faire ça, on a juste à dire par exemple, tu es un expert en stratégie marketing ou tu es un expert en développement informatique, etc. Il faut savoir que ça c'est quelque chose qu'il faut A/B tester. C'est-à-dire que vous devez tester plusieurs systèmes prompts parce que dans les benchmarks, on peut voir qu'il y a des résultats qui sont parfois très différents juste en changeant ça. Donc je vous invite à utiliser cette technique, ça peut vraiment beaucoup améliorer vos résultats. Ensuite, on passe au niveau supérieur qui est l'utilisation d'exemples. Ça va améliorer la qualité, la précision et la régularité des réponses. Les bénéfices, c'est encore une fois la précision. Le modèle, il va comprendre beaucoup mieux ce qu'on attend puisqu'il y a un exemple. Il va être beaucoup plus cohérent sur le style et le format. Et il va être plus efficace si par exemple vous avez des tâches complexes. Vous pouvez essayer de lui donner par exemple un exemple, ensuite tester avec 2 exemples, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la qualité des exemples, c'est un peu comme pour le fine-tuning, ça va avoir un gros impact. Vous devez avoir des exemples qui sont pertinents, qui reflètent vraiment le besoin et le format que vous attendez, mais aussi des exemples qui sont un peu les cas de figure les plus compliqués que peut gérer votre logiciel ou votre besoin. Et s'il réussit à gérer bien ces cas de figure-là, il pourra gérer mieux aussi les autres. Donc une astuce, c'est que vous pouvez utiliser l'IA pour justement vous générer des exemples que ensuite vous allez passer vous à votre prompt. Ça va vous aider à gagner du temps pour pas passer 1000 ans. Vous pouvez aussi lui donner des exemples déjà existants et lui demander de les améliorer ou de vous dire s'ils sont bons ou pas. Allez, maintenant on passe encore à un niveau au-dessus avec l'utilisation des balises XML. Donc pour ceux qui savent pas, une balise XML c'est tout simplement ça. On a un crochet ouvrant, un mot, par exemple le mot exemple, un crochet fermant, puis à nouveau cette balise sauf qu'on met un petit slash au début qui est la balise fermante. Donc on a ici la balise ouvrante, la balise fermante et du coup, à quoi est-ce que ça sert? Donc les balises XML, ça va aider à organiser le prompt clairement. Et surtout, le modèle, il va comprendre beaucoup mieux qu'est-ce qu'on veut en fait. Et une utilisation qui est très bonne, c'est justement pour les exemples. Si on veut donner des exemples à notre prompt, on peut tout simplement les mettre dans des balises XML exemple. Comme ça, le modèle, il va savoir qu'à cet endroit-là, c'est vraiment ici qu'il doit trouver les exemples. On peut aussi faire une balise instruction. Comme ça, il sait très bien que c'est à cet endroit-là qu'il va aller chercher les instructions. On peut faire une balise formatting où vous allez lui dire formate ça au format JSON. Et ça, en fait, ça va encore une fois vraiment augmenter la clarté, le modèle il va comprendre beaucoup mieux chaque partie du prompt, la précision, donc vous aurez moins d'erreurs de compréhension. Ça permet aussi, si vous voulez modifier votre prompt par la suite, de modifier ou ajouter des parties plus facilement. Et surtout, vous pouvez aussi demander au modèle de vous répondre avec des balises XML. Et si derrière vous avez du code qui doit extraire la réponse, vous pourrez par exemple extraire une partie de la réponse grâce à la balise, une autre partie de la réponse grâce à une autre balise. Donc c'est quelque chose qui peut vous aider vachement si vous avez un script que vous connectez du code derrière. Ok, on va maintenant passer à la 5e technique de
prompt engineering qui est un peu plus avancé, qui est les chaînes de pensée. En fait, ça va permettre au modèle de réfléchir étape par étape. C'est parfait par exemple si vous avez des problèmes qui sont assez complexes, comme des grosses générations de texte ou même du code. Alors pourquoi est-ce que c'est utile de laisser le modèle réfléchir? Vous avez plus de précision, vous avez moins d'erreurs, surtout pour les tâches qui sont difficiles comme je vous ai dit. Les réponses elles sont claires et organisées. Vous pouvez voir exactement en fait la réflexion qu'a eu le modèle et du coup comprendre ce qu'il a bien ou mal compris et du coup après modifier ces étapes de réflexion pour améliorer la réponse. Et en plus de ça, du coup les réponses ça va être mieux structurées. Donc quand est-ce qu'il faut l'utiliser, quand est-ce qu'il faut pas l'utiliser? Franchement, si vous avez une tâche qui est simple, l'utilisez pas parce qu'en gros ça va générer beaucoup plus de texte en entrée et en sortie et du coup plus de temps de génération et plus de coûts. Par contre, si vous avez une tâche qui est complexe, là je vous conseille de le faire. Ça revient un peu à ce que je vous disais au début. Si vous avez une tâche complexe, essayez de choisir un modèle plus performant sur cette tâche là et vous lui passez des chaînes de pensée. Si vous avez une tâche qui est simple, essayez de prendre un modèle qui est plutôt rapide et peu coûteux et vous faites pas ce genre de technique là. Donc vous avez 3 types d'utilisation pour les chaînes de pensée. La première est la méthode simple, c'est-à-dire vous allez juste dire dans votre prompt pense étape par étape. C'est simple mais c'est pas très structuré. Ensuite vous avez une méthode qui est plus guidée. En gros vous donnez une liste claire d'étapes à suivre et du coup il va mieux répondre mais la réponse elle va être mélangée avec le raisonnement. Et du coup la troisième méthode qui est le meilleur des deux mondes, vous allez utiliser justement des balises XML. Donc vous allez dire au modèle qu'il doit réfléchir dans des balises thinking par exemple et vous répondre dans une balise answer. Comme ça, quand vous allez vouloir récupérer juste la réponse, vous pourrez récupérer que ce qui est par exemple dans la balise answer. Et ça c'est surtout utile quand vous utilisez l'API des modèles LLM comme j'ai dit dans des scripts ou du code. Donc déjà rien qu'avec ces 5 techniques là, vous allez avoir une nette amélioration des résultats que va vous donner l'IA. Mais après il y a encore autre chose. J'ai vu beaucoup de choses passer sur internet. Les gens pensent que étant donné que les modèles IA c'est informatique, il faut leur parler au format JSON ou ce genre de choses. En fait je pourrais peut-être vous parler de ça dans une vidéo qui est plus avancée, mais les modèles LLM c'est vraiment, il faut les imaginer comme des humains qui sont très intelligents mais qui n'ont pas de mémoire. Donc vous devez leur parler comme vous parlez à un humain. Et ils peuvent comprendre des formats comme le JSON etc. Ils peuvent même vous renvoyer derrière en sortie des formats JSON XML, mais au moment de leur parler, il faut que vous leur parliez comme un humain. Et du coup, petite astuce bonus par rapport à ça, vous avez par exemple ici, j'ai récupéré ça de la documentation de Anthropic, à savoir que d'ailleurs toutes les informations qui sont dans cette vidéo, c'est tout simplement des retours d'expérience, des documentations que j'ai lues, donc celle de GPT parce que j'ai fait du fine tuning avec, ou celle d'Anthropic que j'ai utilisé pour du prompt engineering. Et vous avez du coup dans ce tableau la compréhension de chaque modèle Anthropic et de chaque langue. Donc vous voyez que l'anglais est compris à 100%, l'espagnol un petit peu moins, le portugais un petit peu moins, et on peut voir que le français il est compris entre 96 à 95%. Donc vous vous direz, mais c'est juste 5% de différence. Oui, mais le but du prompt engineering, c'est de gratter des pourcentages avec chaque technique. Donc si vous utilisez un système prompt, il va comprendre un peu mieux. Si vous lui parlez en anglais, il va comprendre un peu mieux. Si vous utilisez des balises XML, des exemples, etc., il va comprendre un peu mieux. Et le but, c'est de gratter des pourcentages et des pourcentages pour qu'au final, vous ayez le meilleur résultat avec le meilleur coût. C'est vraiment ça l'objectif. Donc je vous laisserai tout ce document en description. Je vais aussi vous mettre des petites astuces. Donc il y a un générateur de prompt sur le site d'Anthropic. Je vais vous mettre ça, je vous mets le lien aussi en description. À savoir que par contre, vous payez par génération. Voici maintenant un exemple de prompt qui comprend toutes les techniques que je vous ai montrées juste avant. Donc c'est un prompt qui va générer des recettes de cuisine. Vous pouvez voir qu'il est écrit en anglais. Il a au début un système prompt. Donc tu es chef GPT, un expert culinaire IA spécialisé dans la personnalisation de recettes, etc. Donc ici on a le système prompt. Ensuite on est clair, net et détaillé. On lui dit de générer des recettes personnalisées basées sur les ingrédients de l'utilisateur et sur les préférences alimentaires. Donc une phrase qui est vraiment compréhensible. Derrière on utilise les balises XML avec les chaînes de pensée. Donc on lui donne ici des balises thinking avec les étapes de réflexion qu'il doit suivre pour générer derrière la réponse. Puis on lui dit pour chaque réponse, donne-nous, et là on lui donne le format attendu, donc on veut la recette avec le titre, la description, etc. Ensuite on a même un exemple avec du coup le premier message que va envoyer l'utilisateur. Donc là il a du poulet, des oignons, du riz et il est intolérant au lactose. Et derrière la réponse de ChatGPT avec la partie réflexion et toutes les étapes qu'il va suivre et la partie recette. Donc vous avez ici un exemple parfait de prompt qui va respecter les 5 techniques de prompt engineering que je vous ai donné. Vous pouvez le tester chez vous, je vous mettrai ça aussi en description. Vous allez voir que les réponses elles vont être bien meilleures que si vous lui dites juste fais-moi des recettes avec ces ingrédients là. Après là c'est quelque chose qui est assez simple comme demande, donc vous allez peut-être voir des différences mais pas énormes. Il faut savoir que plus la complexité de ce que vous lui demandez est grosse
et plus le prompt engineering a une importance. Et donc c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous voulez une partie plus avancée, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin avec les modèles LLM. Il y a des paramètres plus poussés qui existent, et je vous ai pas vraiment parlé en détail aussi de toute la partie connexion à l'API, parce qu'il faut savoir que quand on utilise l'API des modèles LLM, on a accès à encore plus de fonctionnalités, ce qui permet d'avoir des meilleurs résultats et des moindres coûts. Donc si cette vidéo elle vous a plu, dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2 plus pour les intermédiaires et avancés, pour ceux qui veulent vraiment créer des logiciels grâce à l'IA. En tout cas c'est tout pour moi, donc si cette formation elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos amis, à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le canal Telegram et à laisser un like en dessous de la vidéo. Donc je vous dis à la prochaine vidéo qui sera sûrement un vlog de la série UAPR, donc un an pour réussir. Vous allez savoir un peu où j'en suis, de la création justement de mon logiciel IA et de ma boutique e-commerce. Donc je vous laisse, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.